Les systèmes vivants, c'est une source à la fois d'inspiration, mais c'est aussi une base de formation. Les systèmes vivants, c'est donc la nature. Notre système, c'est l'immersion naturelle. Ça existe depuis suffisamment longtemps pour qu'on ait des retours sur la manière dont ça fonctionne. Ça fonctionne sur deux principes, la diversité et la relation. S'inspirer de cette puissance des systèmes vivants comme vecteur pédagogique pour construire l'avenir. À quoi ça sert de faire une école des systèmes vivants? La question du pourquoi est essentielle. En fait, c'est pour répondre à un enjeu d'aujourd'hui. Il y a une chose dont nous sommes certains, c'est que nous ne sommes plus certains de rien. Nous ne savons pas ce que c'est que l'avenir. C'est assez d'ailleurs rare dans l'histoire de l'humanité qu'on ait autant d'incertitudes sur l'avenir. Pourquoi? Parce que le monde est en évolution, voire même en ébullition, si ce n'est en révolution. Ça change à tous les domaines, des changements très globaux comme les modifications climatiques ou écologiques, des changements économiques certainement, mais surtout des changements technologiques. En particulier le numérique, dans toutes ses composantes, intelligence artificielle, etc., qui modifient notre relation au monde, notre relation aux autres et notre relation à nous-mêmes. Alors ça crée un certain nombre d'angoisses, mais aussi beaucoup d'évolutions pour l'entreprise. Nous sommes sur une phase d'incertitude majeure et nous n'avons pas forcément les outils pour y répondre, parce que tous les outils que nous avons sont basés sur l'ancien monde, sur l'ancien régime, qui était sur un monde qui était relativement linéaire. Alors ça engendre au niveau de l'entreprise de l'insécurité, des incertitudes sur le plan des marchés, mais aussi sur le plan des réglementations, ou alors sur celui des besoins des consommateurs. On voit bien que l'adaptation permanente que nous avons, ce qui est certain aujourd'hui, ne le sera pas demain. Comment est-ce que l'entreprise peut s'adapter à ces évolutions sans avoir les outils pour le faire? Mais ça crée aussi des évolutions à titre personnel, avec beaucoup d'angoisse. Un point qui est certain aujourd'hui, c'est un petit peu la peur de l'avenir, des difficultés dans le management, dans l'organisation et donc dans le recrutement, des chocs de génération. Ceux qui sont nés, ce qu'on appelle les natifs du numérique, qui sont nés avec ces modes de pensée, ont beaucoup de mal à s'adapter à des règles qui sont de l'ancien temps. On est vraiment sur un carrefour. Soit on veut rester dans l'ancien monde, dans le statu quo, avec les anciens outils, et donc les tensions que nous avons qui sont impliquées par l'extérieur vont créer de plus en plus, je dirais, de ruptures et de tensions. Et donc là, on a effectivement ces phénomènes d'angoisse, de risque, et puis certaines entreprises qui ne pourront pas s'y adapter. Soit d'aller résolument vers l'avenir, mais ça veut dire prendre des risques, ça veut dire aussi aller sur des zones d'inconnu. Et là, on est sur une logique de résilience. C'est-à-dire que le modèle économique n'est plus de gagner le plus d'argent possible, mais de durer le plus longtemps possible, la rentabilité étant un outil et non plus une finalité. La résilience de l'entreprise, c'est une capacité de créativité, une capacité d'adaptation, une capacité de coopération et de diversité au sein des modèles. Et en fait, tous ces outils-là, ce sont ceux qui ont créé la résilience des systèmes vivants. D'où cette nécessité d'aller s'immerger dans la nature pour retrouver ces principes. L'école des systèmes vivants est là pour répondre à ces besoins. Comment le faisons-nous? Nous avons une méthode qui est assez radicale, c'est l'immersion naturelle. Repartir à la racine, repartir à la source. Parce que pour savoir où nous allons, il est fondamental de savoir d'où nous venons et qui nous sommes. Or, ce que j'évoquais, ce masque du numérique, en fait, voile un petit peu les choses. Repartir de nos racines, ça ne veut pas dire repartir en arrière. Ça veut dire s'appuyer sur ce qui existe pour être capable d'avoir une évolution, un fleurissement, la naissance de nouveaux bourgeons, mais qui soient bien liés à nos racines. L'outil essentiel de ces formations n'est pas de conduire le changement. Parce que conduire le changement, ce serait prendre les outils anciens pour les caler sur un monde nouveau. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la conduite du changement, mais se mettre en situation de changement. Donner aux collaborateurs de l'entreprise, trouver au fond d'eux-mêmes et trouver entre eux les outils qui leur permettent de s'adapter aux évolutions du monde. Donc c'est-à-dire que les ressources, on les a déjà. On a assez pour construire ensemble. La question, c'est comment va-t-on construire ensemble? Ce comment construire ensemble est vraiment fondamental parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on nous parle en permanence de vivre ensemble. Mais vivre ensemble, si on ne sait pas où on va, en fait, ça crée des tensions. Construire ensemble permet justement de justifier la diversité et les différentes approches et de miser sur la complémentarité des différentes équipes. En allant dans la nature, on retrouve effectivement à la fois dans l'histoire de la nature, dans l'histoire de la vie, dans l'histoire de l'humanité en relation avec la nature, et dans l'expérience de nature, on retrouve tous ces éléments-là. Alors comment ça se passe? Ce sont des stages qui durent entre 36 et 48 heures, avec 1 ou 2 nuits sur place, donc dormir en pleine nature, donc dans des conditions qui sont effectivement un petit peu rustiques. Il faut apprendre à aller dans un milieu qui peut paraître hostile pour le rendre viable pour nous et donc limiter ces risques-là. Et pendant ces sessions de 36-48 heures, énormément d'expériences, de vie
avec les systèmes vivants, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le bivouac, des expériences de compréhension du fonctionnement des systèmes vivants, d'avoir un certain nombre d'exercices qui nous permettent de revivre comme des êtres vivants, comme des êtres humains, au sein des systèmes vivants. On va faire une expérience de milieu hostile, parce que la plupart d'entre nous n'ont pas l'habitude d'aller dormir à la belle étoile et d'aller se retrouver à faire sa cuisine autour d'un feu, etc. Donc c'est un milieu qui peut paraître hostile. Or en fait, en comprenant qu'ensemble, et avec ces outils de l'intelligence collective, ces outils qui sont ceux des valeurs humaines, qui ont créé les bases de notre société, on arrive très facilement à s'adapter et à rendre un milieu hostile vivable. Donc il y a cette question de confort, de faire l'expérience de l'absence de confort et de montrer que c'est ça qui nous permettra de passer de l'autre côté de la barrière. Ça, c'est directement applicable au sein de l'entreprise, en disant oui, aujourd'hui, il faut sortir de nos zones de confort, sortir de nos zones de sécurité pour être capable d'affronter un monde qui peut paraître hostile, mais qui ne l'est plus dès qu'on est passé de l'autre côté de la barrière. Ces formations en compétences humaines sont aussi basées sur une vision commune et donc sur des valeurs communes. Or là, encore une fois, dans la nature, on le retrouve. La question du service, du partage, de la collaboration sont essentielles. Monter un bivouac tout seul, c'est beaucoup plus difficile que dans la complémentarité. Donc de repenser aussi à cette notion qui sont de l'ordre même spirituel, c'est ce qui dépasse l'homme et ce qui dépasse la collectivité. Je dis ça dans un cadre qui n'est pas religieux, qui n'est pas dogmatique, mais ce qui est au-dessus de l'homme. Ça, c'est le deuxième aspect, celui des compétences humaines, parce que le bien commun est basé sur le bien du groupe. En fait, ce qui a fondé les tribus depuis le départ, c'est « je le fais pour toi, parce que je sais que tu le feras pour moi ». Et ça, c'est à la base de nos sociétés. Donc on voit bien qu'on sort de la logique de l'individualisme, on sort de la logique de la compétition qui est à la base de la société moderne, pour se dire justement, on reprend ce qui a été fondamental dans la création de nos civilisations, qui est une forme d'altruisme, une forme aussi « je le fais », mais un altruisme aussi intéressé, je le fais pour toi parce que tu le feras pour moi. Et là, on retrouve effectivement la base des tribus, puis des villages, puis des villes, et ce qui ont été sur toutes les sociétés. Je vous ai dit, la vie, c'est la diversité et la relation. Donc la coopération et donc la logique non pas de la compétition mais de la collaboration. Comment peut-on repenser des modèles économiques en lien avec les consommateurs, en lien avec toute la chaîne de production pour retrouver d'autres modes d'organisation? Ces jours d'immersion naturelle permettent de réfléchir à tout ça. Donc vraiment penser l'avenir très loin et en même temps très court. Très loin sur les nouveaux modèles économiques et très court sur les modes de relation, les modes de management qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est aussi un lieu peut-être alors pas de confrontation, je dirais, mais d'expérimentation entre les jeunes et les anciennes générations. On parle beaucoup des générations YZ aujourd'hui avec toutes les problèmes d'organisation que ça peut poser. Quand on se retrouve autour du feu et qu'on a à monter dans un milieu qui est un terrain qui est complètement neutre, parce que personne n'a l'habitude de se retrouver dans ce type de terrain, de réfléchir à la plus-value apportée par les uns et par les autres. Plus de méthodes peut-être pour les plus anciens, plus de créativité pour les plus jeunes, et de voir que c'est complémentaire. Aujourd'hui, dans ce monde en mouvement, les jeunes générations, qu'on appelle donc YZ, ont énormément de clés qui nous permettront de comprendre l'avenir, sauf qu'elles ne sont pas adaptées à la serrure actuelle, et donc on a besoin de faire chacun un bout du chemin pour pouvoir le construire ensemble. Et là, c'est un lieu d'expérimentation, un lieu d'échange qui permet de le faire. Donc voilà en gros tous les éléments essentiels de cette école des systèmes vivants, s'inspirer du vivant, s'inspirer du passé pour construire l'avenir et pour continuer à vivre comme des êtres vivants et comme des êtres humains. En sortant du cadre habituel, en faisant une rupture et en allant dans les systèmes vivants, la finalité ultime, c'est bien de se reposer la question de l'économie et du sens de l'entreprise. C'est-à-dire replacer l'homme au cœur de l'entreprise. L'homme, ce n'est pas que le salarié, ce n'est pas que le dirigeant ou que les actionnaires ou que les clients, c'est l'ensemble de la communauté humaine. Mais en réfléchissant sur la relation de l'humain avec les systèmes vivants, de se reposer la question des tribus et même de la création de l'économie. Et cette finalité-là, c'est de bien voir tous les hommes, dans leur diversité, à la fois de finalité dans le modèle économique, mais aussi dans la partie technique, et de remettre l'homme comme élément central de l'entreprise. En fait, l'entreprise n'existe pas sans les hommes, et le fait de dire que la finalité de l'entreprise est la maximisation du profit, en fait, ça n'a pas d'avenir. C'est même plus une question morale, ce que je dis là, c'est une question d'efficacité. Dans toutes les sociétés humaines, on voit bien qu'il y a toujours un équilibre, ou plutôt une recherche d'équilibre entre l'individu et le collectif.
Si je mets uniquement le collectif au-dessus de tout, ce sont les systèmes totalitaires, quels qu'ils soient, on détruit l'individu, on voit bien qu'à terme, ça ne fonctionne pas. Inversement, c'est plus récent, c'est l'époque moderne, si on met l'individu comme finalité et chacun pour lui-même, on est sur des logiques de compétition et ça ne fonctionne pas. L'individu doit accepter de laisser une partie de sa liberté au profit du collectif, parce que le collectif lui rendra d'autres biens. Et c'est cet équilibre-là que l'on peut retrouver dans cette inspiration naturelle et qu'on doit reprendre dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc finalement, c'est le sens comme moteur de l'existence. Ce qu'on appelle la logothérapie d'ailleurs, c'est assez bien documenté par un psychothérapeute qui s'appelle Viktor Frankl, qui parle de cette question de la motivation par le sens, et des névroses d'ailleurs par l'absence de sens. Les burn-out, les bore-out sont très souvent beaucoup plus liés à une absence de sens qu'à une surcharge de travail. Beaucoup de travail avec un sens, en fait, ce n'est pas tellement compliqué, au contraire, c'est du plaisir. Plus il y a du travail, plus on peut avoir de plaisir. Par contre, s'il n'y a pas de sens, même pas de travail du tout, c'est complètement destructeur. Donc la question du sens est vraiment fondamentale. Un élément aussi qui fait partie d'ailleurs du vecteur pédagogique, mais qui est beaucoup plus universel, c'est ce besoin de relation avec la nature que nous avons. Alors là, c'est pas mal étudié depuis quelques années, c'est assez moderne, à la fois dans le domaine des neurosciences, mais aussi de ce qu'on appelle la psychologie environnementale. Ça prend le terme de biophilie, c'est-à-dire l'amitié que nous avons pour le bio, pour le vivant. C'est pas le bio, c'est vraiment le vivant en tant que tel. Mais ça va beaucoup plus loin que simplement l'affection ou l'attrait que nous avons pour le vivant. Nous sommes des êtres vivants, et par principe en interdépendance permanente avec les autres espèces. Par le biais de notre alimentation, mais pas que ça, par l'intégralité des énergies, des odeurs, toutes les molécules qu'il peut y avoir dans l'air, que nous absorbons, etc. C'est fondamental pour toute espèce. En fait, le principe de la vie, c'est qu'aucune espèce ne se suffit à elle-même, elle n'existe qu'en interdépendance les unes les autres, pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Ça, c'est le principe de la vie. Or, nous, en tant qu'humains technologiques, nous pensons que notre technologie permet de nous affranchir des autres espèces, à part pour manger un petit peu. Ça crée des déséquilibres fondamentaux, physiologiques et psychologiques. Le fait de retourner dans la nature permet de retrouver des équilibres. On est plus une logique de développement personnel dans ce domaine-là. Qu'est-ce que ça développe ? Eh bien, d'abord sur le plan physiologique, sur le rythme cardiaque, sur la tension artérielle, sur certaines hormones de stress qui sont beaucoup moins émises parce qu'on retrouve notre milieu de vie originel. Sur le plan psychologique, de la même manière. D'abord parce que le monde naturel est beaucoup plus doux dans les approches, justement par la diversité, par les couleurs, et ça calme énormément les différentes tensions que l'on peut avoir. De nombreuses études que je ne vais pas citer là sur ce domaine-là, ce qu'on appelle les bains de forêt, c'était les Japonais qui ont été vraiment précurseurs dans ce domaine-là, avec même des prescriptions médicales de bains de forêt pour être capable de baisser des niveaux de stress importants. Donc l'équilibre entre psychologique et physiologique. Donc la question du retour à la nature est essentielle et ne concerne pas que nos formations. On doit retrouver maintenant notre lien avec la nature, pas pour des questions éthiques ou morales, pour des questions physiologiques, psychologiques et de fonctionnement même de notre humanité au sein des systèmes vivants. Donc au-delà même de l'outil pour l'entreprise dans le domaine de l'organisation, du management, des nouveaux modèles économiques, c'est aussi un outil de développement personnel pour retrouver nos relations profondes avec nous-mêmes, avec nos systèmes vivants et avec les autres, parce que c'est notre maison, ce qu'on appelle l'oikos en grec ancien. Donc retourner à la maison et gérer la maison, c'est oikos nomos qui a donné le terme économie. De manière très concrète, donc ces sessions qui durent 36-48 heures, donc il y a vraiment une nuit sur place, on a différentes phases. D'abord une phase de découverte de la nature, une phase aussi très calme. Alors on n'est pas du tout sur une logique de stage commando, ça n'a strictement rien à voir, c'est assez doux comme approche. Donc une phase de découverte, de contemplation finalement de ce qui se passe. Des exercices qui peuvent paraître difficiles, alors pas sur le plan physique, mais sur le plan du dépassement de soi. Se retrouver sur des moments un petit peu de solitude ou de questions, la nuit, comment réagir avec le milieu, la nuit, etc. Et sur ces différentes phases, systématiquement, il y a des retours avec les formateurs et donc les spécialistes qui regardent à la fois la réaction à titre personnel et collective et la manière dont ça peut être transposé dans les logiques de groupe et dans les logiques d'entreprise. Ces formations ne sont pas une finalité ou une fin en elles-mêmes. En fait, c'est plutôt un début. Dire, tiens, je peux vivre, penser différemment. Et en fait, nous proposons ensuite des suivis auprès de l'entreprise, soit pour revenir avec d'autres personnes ou avec les mêmes, mais sur ces groupes d'immersion en nature, mais surtout de suivre au sein de l'entreprise la manière dont on peut transposer
cette expérience du vivant, cette expérience de l'humanité dans les fonctionnements des entreprises en s'adaptant aux contraintes d'aujourd'hui qui sont celles des marchés, qui sont une réalité en tant que telle, quoi. Voilà, donc les groupes sont de petite taille, c'est maximum 12 personnes, donc entre 8 et 12 personnes, qui permet donc des relations fortes, et puis la question de la complémentarité que l'on peut avoir sur place, et systématiquement avec la question du retour d'expérience. C'est pas simplement pour se faire plaisir, même s'il y a beaucoup de bonheur et de bien-être à se retrouver, à aller dormir ensemble autour d'un feu. Mais c'est pas simplement pour ça, c'est comment est-ce que je peux avoir des briques qui me permettent ensuite de prendre ces briques et de construire le mur quand je reviens dans l'entreprise. Et concernant le suivi après, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Donc le suivi après, c'est nous avons avec nous des consultants qui sont des habitués donc, du management d'entreprise, que nous avons formés aussi à cette logique des systèmes vivants et qui sont capables d'accompagner toutes les stratégies de changement de l'entreprise. Alors ça peut être complémentaire avec les coachings habituels qui peuvent se faire dans l'entreprise, donc avec les consultants habituels. Ça peut être un outil que l'on intègre ou ça peut être nous-mêmes qui proposons nos propres consultants pour avoir ces méthodes de fonctionnement systémique. Donc là, on viendra sur un accompagnement qui est plus classique. Mais cependant, sur une formation sur du long terme, entre autres au sein d'une entreprise en intra-entreprise, c'est-à-dire qu'on a différentes personnes ou différents groupes de l'entreprise qui viennent de manière régulière, en fait, qu'est-ce que l'on fait ? On forme les consultants de l'entreprise qui sont des collaborateurs de l'entreprise. On les amène à penser différemment, à s'organiser différemment, pour que quand ils reviennent au sein de l'entreprise, ils soient eux-mêmes les consultants qui amènent le changement. Et nous, en fait, notre rôle, c'est de faire un suivi de cette affaire-là, de pouvoir les orienter, de leur donner les ressources, et puis de faire des retours d'expérience sur les changements qui sont gérés dans l'entreprise de manière progressive.